Donc, il s'agit d'une conférence qui est organisée dans le cadre du Forum international de nutrition intégrative. Euh, Forum qui se déroulera les 2 et 3 juin prochains sur Alger en hybride, c'est-à-dire vous, en tant que participant, vous pourrez y assister soit en ligne, soit en présentiel sur Alger. Euh, voilà, soit moitié-moitié en partie. Si vous n'êtes pas disponible, par exemple, sur une journée, vous pouvez faire ça en ligne et puis faire le reste en présentiel. Donc, c'est en hybride. Et donc, justement, la thématique de la formation qui sera dispensée au cours du Forum international de nutrition intégrative tourne autour de l'obésité et la prise en charge intégrative de l'obésité et la perte de poids. Et donc, cette conférence s'articule en fait autour de la perte de poids parce qu'elle est dans le cadre de ce forum. On en parlera vers la fin pour celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations. Pour ceux qui ont déjà ces infos et qui ont déjà assisté à la précédente conférence, ben, vous savez tout. Le replay a été envoyé à la totalité de ceux qui se sont inscrits la dernière fois à la conférence. Si vous n'avez pas reçu, c'est qu'il est dans vos spams ou dans l'onglet promotion ou dans quelque part dans dans votre boîte mail. Il faut bien chercher, ça a été envoyé à la totalité des participants. C'est automatique en fait, c'est un logiciel qui envoie, c'est même pas ni moi ni quelqu'un d'autre. Donc c'est obligatoirement envoyé. Ok, donc sinon, ici c'est une conférence qui ne va pas détailler la totalité de la prise en charge par la phytothérapie de la perte de poids, puisque de toute façon, c'est impossible d'expliquer tout ça en une seule conférence d'une heure ou même plus. Mais ici, je vous ai sélectionné, alors on va parler un petit peu de quelques principes au début, et ensuite, je vais vous parler de quelques plantes intéressantes qui pourraient être utilisées dans une approche de perte de poids avec des informations pratiques, bien sûr, comme d'habitude. Donc, quelques principes sur la phytothérapie, puisque c'est un domaine que je suppose que un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas ou n'utilisent pas. Donc, la phytothérapie, comme je suppose tout le monde le sait, c'est une discipline qui utilise les plantes médicinales pour soit en termes de, il y a différents modes de préparation, entre autres des extraits standardisés de plantes ou alors des infusions ou d'autres modes de préparation. Et donc, par rapport à la phytothérapie en tant que discipline, je ne parle pas ici de l'aromathérapie ou d'autres disciplines de gémothérapie, ça c'est autre chose. Ça utilise aussi certaines parties des plantes avec certains modes de préparation, mais là on parle de phytothérapie classique. Donc l'intérêt de la phytothérapie dans la perte de poids, comme je l'ai déjà évoqué, c'est que ça permet de cibler un certain nombre de processus métaboliques qu'on ne peut pas cibler avec d'autres moyens, comme l'alimentation, comme l'activité physique, comme la gestion du style de vie, comme les aliments eux-mêmes ou certains composants de ces aliments avec la micronutrition. Donc, tous ces moyens permettent d'atteindre un certain nombre de cibles. Et il y a un certain nombre d'autres cibles qu'on ne peut pas atteindre avec ces moyens-là et on est obligé d'avoir recours à la phytothérapie ou des plantes ou bon, d'autres disciplines aussi, mais la phytothérapie, comme vous allez le voir, ça a un certain impact sur des cibles qui sont très difficilement euh, euh, utilisables en utilisant d'autres moyens. Donc, quand on utilise des plantes médicinales, il faut faire attention, bien entendu, aux contre-indications, effets secondaires et interactions potentielles avec les médicaments. Ça, c'est la base. Je vais vous fournir les informations que je peux vous fournir ici, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce sens. Aussi,
il faut aussi avoir une connaissance de l'effet dose. L'effet dose, c'est la connaissance du dosage. Et qu'est-ce que ça implique en termes d'effet au niveau biologique, au niveau clinique? Qu'est-ce qui donne, en gros, l'effet efficace recherché? Et donc ça, on peut l'avoir des études cliniques, mais c'est pas toujours exact parce que dans les études cliniques, on utilise des statistiques, on a un échantillon qui, bon, parfois est représentatif, parfois ne l'est pas. Euh, et donc, on utilise un certain nombre de dosages. Et puis, dans pas mal d'essais cliniques, on ne mentionne pas euh, par exemple, la standardisation de telle ou telle plante en tel ou tel principe actif. Donc, on ne sait pas exactement combien il y a de principes actifs dans la plante. Bon, etc., etc. Puis, il y a certains essais cliniques, on utilise un certain nombre de modes de préparation de plantes qui ne sont pas très utilisés en pratique courante. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, euh, dans la phytothérapie, outre la gestion des problématiques qui sont en rapport avec les contre-indications, les effets secondaires et les interactions, il y a aussi la gestion de tout ce qui est dosage. Okay? Et puis les dosages vont différer d'une personne à l'autre aussi, il y a une certaine variabilité. Bon, ce que je vais vous donner ici, ce sont des dosages standards qui pourraient être moins efficaces ou plus efficaces en fonction des personnes aussi, en fonction de comment la personne va métaboliser le principe actif ou les principes actifs de la plante en question. Autre chose aussi qui est très importante, c'est le fait de considérer qu'il n'existe rien qui fait perdre du poids comme ça à lui seul, indépendamment du reste. La perte de poids, pour celles et ceux qui ont déjà assisté à la précédente conférence ou qui ont déjà fait des formations dans ce sens, la perte de poids, c'est un processus complexe. C'est pas juste résumé en 2 mots la perte de poids. C'est un processus qui est très complexe et qui implique à la fois le système nerveux, endocrinien, la digestion, le microbiote, le système immunitaire et ainsi de suite. Donc, c'est pas quelque chose qui va être facile à gérer et encore moins qu'on pourrait gérer avec une ou deux ou trois plantes. C'est toujours assez complexe. Donc, ce que je vais vous donner ici, c'est des informations sur des plantes à titre d'indication uniquement. C'est à titre d'indication. Et bien sûr, si déjà vous utilisez des approches pour la perte de poids, vous pouvez intégrer ces informations à ce que vous faites déjà. Mais ça ne sert strictement à rien de se dire telle plante est connue pour faire perdre du poids ou parce qu'elle agit sur telle ou telle cible, donc je vais l'utiliser sur mes patients et ça va fonctionner. La plupart du temps, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que ça soit intégré dans une approche globale, intégrative, qui intègre un tas de choses, de cibles métaboliques. Je renvoie à la conférence de la dernière fois où on a parlé de ces cibles métaboliques, de certains de ces cibles métaboliques, entre autres. Donc, on va voir ici ces quelques plantes. Donc, le guarana, le fucus, Garcinia cambogia, le psyllium, le pissenlit et le thé vert également. Et bien entendu, il existe d'autres plantes. Il y a à peu près une bonne centaine de plantes médicinales qu'on peut utiliser pour la perte de poids. Et chacune de ces plantes va contenir des composants qui vont agir sur une ou quelques cibles métaboliques qui peuvent favoriser la perte de poids, hein, directement ou indirectement. Bon. On va commencer avec le guarana. Donc, le guarana, c'est une plante qui contient principalement de la caféine. Et ça contient plus de caféine que le café lui-même. Okay. Alors, mis à part la caféine, ça contient aussi des polyphénols, comme des tanins ou des catéchines aussi.
C'est une plante qui, dans sa composition, du moins en termes de principe actif, est relativement proche du thé vert, sauf que la différence entre le thé vert et le guarana, je parle bien entendu par rapport à ses principes actifs, parce qu'il y a beaucoup d'autres différences, c'est que le guarana est extrêmement riche en caféine et qu'en même temps, il contient également les autres polyphénols, comme le catéchine et les tanins. Les catéchines et les tanins sont des polyphénols, la caféine étant un alcaloïde, et donc dans le guarana, on trouve ces deux catégories, donc la caféine en tant qu'alcaloïde et les polyphénols. On trouve quand même une bonne quantité de polyphénols et une très grande quantité de caféine. Par contre, ce qui est un peu différent par rapport au thé vert, c'est que dans le thé vert, on a une certaine balance. Plus on a de caféine dans le thé vert, on appelle ça la théine, mais c'est bon, c'est de la caféine, moins on va avoir de polyphénols. Ce sont des catéchines et des épicatéchines. Et on trouve aussi des tanins dedans, dans le thé vert. Et donc, le thé vert est balancé en fonction de son contenu en caféine. Plus on a de caféine, moins on a de polyphénol, et plus on a de polyphénol, moins on a de caféine, plus on a de polyphénol. Ce qui n'est pas le cas avec le guarana. Avec le guarana, on a les deux, à la fois la caféine et les polyphénols, mais beaucoup plus de caféine que de polyphénol. Okay. Donc, les mécanismes d'action ici qui pourraient être en rapport avec la perte de poids, donc on a déjà la lipolyse, la thermogénèse et aussi un effet coupe-faim. Okay. Donc, un effet qui va favoriser la satiété, mais bon, ça c'est relativement connu aussi avec la caféine et avec le thé vert aussi. Cet effet de coupe-faim, c'est un effet qui est modulé par la caféine et par les polyphénols également, par les catéchines. Donc, c'est un effet, alors pour le guarana, c'est un effet immédiat et sur le court terme. Si on en prend trop longtemps, ça va avoir l'effet inverse. Parce que vous savez que par rapport à la caféine, son mode d'action, c'est l'augmentation, la stimulation des catécholamines. La caféine se met partout où il y a synthèse des catécholamines. Donc, ça stimule les catécholamines au niveau central et les catécholamines au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des surrénales. Okay. Et donc, le fait de stimuler les catécholamines, bien sûr, ça active le système nerveux sympathique, ça active l'activité, le système nerveux de l'activité. Mais si c'est pris régulièrement à des doses élevées sur le long terme, ça va produire l'effet inverse. La réponse au sympathique ne fonctionne plus ou ne fonctionne plus assez suffisamment. Et donc, je ne parle pas ici de l'effet d'habituation à la caféine, ça c'est autre chose. Mais c'est un effet d'habituation par rapport au récepteur. Là, je vous parle de l'effet des catécholamines, de la suractivation des catécholamines eux-mêmes par le biais de la caféine. Mais reste toujours un effet des catéchines sur la satiété également, qui pourrait être intéressant et qui pourrait un petit peu compenser celui de la caféine. Donc, c'est pas quelque chose ici, c'est pas une plante qu'on va prendre sur plusieurs mois ou plus. Donc, c'est à prendre ponctuellement sur des périodes où on voit que le patient a des difficultés à diminuer la quantité de l'alimentation. Donc, en termes de dosage, ici, le dosage du guarana, on n'a pas un dosage précis. Le dosage est en rapport avec la standardisation en caféine. C'est ça qui est le plus important. La quantité des tanins et des catéchines étant relativement stable, donc on n'a pas une variabilité importante en termes de composition de guarana dans ce qui concerne les polyphénols. Bien sûr, c'est variable d'une source à l'autre, mais c'est pas comme la caféine. Donc, on prend plutôt en compte la standardisation en caféine.
Donc, sur la base de ce qu'on pourrait prendre en moyenne en termes de caféine par jour, on a à peu près 400 mg par jour de caféine. Et donc là, on prendrait la quantité de guarana qui correspondrait à ces 400 mg par jour. Et à ce moment-là, il faut savoir combien dans l'extrait de guarana qu'on utilise euh, ou dans la source de guarana qu'on va utiliser, combien il y a de caféine dedans et compter en termes de... Alors ça, c'est une dose qui n'est pas une dose exacte ou fixe. Ça pourrait être beaucoup moins pour quelqu'un ou beaucoup plus pour quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y a euh, au niveau de la détoxification hépatique, vous avez l'enzyme qui s'appelle le CYP1A2 qui détoxifie la caféine. Si cette enzyme est lente, c'est-à-dire que la caféine va rester plus longtemps et donc il ne faut pas prendre beaucoup de caféine. Il ne faut pas prendre beaucoup de sources de caféine, y compris pour le guarana. Et si cette enzyme est rapide, il faut prendre plus de caféine pour avoir le même effet que quelqu'un qui a cette enzyme qui est lente. Bon, je vous mets toujours pour toutes les autres plantes qui vont suivre, c'est toujours le même plan. Je vous mettrai toujours dans une deuxième slide les contre-indications et les effets secondaires éventuels, voire les interactions qu'il peut y avoir avec un certain nombre de médicaments. Alors, concernant les interactions, et enfin, c'est pas tous les interactions parce que là, c'est impossible de répertorier toutes les interactions ici. Je vous mets les plus connues. OK, donc contre-indication du guarana, c'est toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre de la caféine, tout simplement. Ce qui pose problème dans le guarana, c'est la caféine. OK, donc l'hypertension, les maladies cardiaques, par maladie cardiaque, ici, on entend entre autres, bon, mis à part l'insuffisance cardiaque, on entend entre autres les arythmies cardiaques, les troubles du sommeil. Bon, c'est clair que quelqu'un qui ne dort pas bien, vous n'allez pas lui recommander une source de caféine, hein, n'est-ce pas? Donc, les maladies rénales, pareil, cette caféine est détoxifiée par le foie et éliminée par les reins. Euh, ok, donc les ulcères gastriques aussi. La caféine aggrave les ulcères gastriques et détériore aussi la muqueuse gastrique. L'anxiété également. Okay. Et puis, bien sûr, naturellement, classique, donc la grossesse et l'allaitement aussi. OK. Et bien sûr, il faut faire attention aux personnes qui sont sensibles à la caféine, c'est-à-dire aux personnes qui ont un CYP1A2 qui est lent, voire très lent, qui métabolisent très lentement la caféine. Ces personnes-là, il faudrait qu'elles prennent très peu de caféine, pas plus que 50 ou enfin, 50 à 100 mg de caféine par jour. OK, donc il peut y avoir aussi des effets secondaires, mais bon, les effets secondaires, c'est quand on dépasse les doses recommandées ou quand on donne du guarana à quelqu'un qui a une sensibilité à la caféine parce qu'elle n'est pas bien métabolisée chez lui. À ce moment-là, il va y avoir bien entendu des effets secondaires. Il va pas bien dormir, il va être agité, il va peut-être avoir des maux de tête, des problèmes d'estomac, de digestion. Bon, c'est des choses qui sont relativement connues surtout avec la caféine. Okay. Et puis ensuite, par rapport aux interactions, donc tout ce qui est médicaments antihypertenseurs, des anticoagulants aussi. Alors ça, c'est pas en rapport avec la caféine, mais plutôt en rapport avec les catéchines qui ont un certain effet fluidifiant du sang, mais c'est pas maintenant un effet majeur. C'est pas un effet qui va interagir systématiquement avec des anticoagulants, mais il faut le mentionner, il faut faire attention aussi avec ça. Donc peut-être que chez certaines personnes qui vont prendre trop de guarana et qui prennent des anticoagulants sur des doses élevées, peut-être que ça pourrait interagir aussi. OK, et bien sûr, tout ce qui est médicaments pour traiter les troubles de l'humeur, ça pourrait interagir aussi, bien que c'est pas quelque chose de très fréquent et c'est pas des interactions majeures non plus.
OK. Euh, donc, le guarana, on a compris, ça accélère le catabolisme. Maintenant, il y a aussi le fucus. C'est pas une plante, c'est une algue. D'accord? Le ficus vésiculeux, c'est la meilleure source d'iode organique qui existe. Pas en termes de quantité d'iode que ça contient, parce que là, on peut avoir d'autres sources qui contiennent plus d'iode que le fucus, mais en termes de qualité de d'iode. Ça n'est pas ici de l'iode inorganique. C'est pas de l'iodure de potassium ou de l'iodure de sodium qu'on a ici. Okay. C'est des molécules organiques qui sont associées avec l'iode et là, ça s'absorbe beaucoup mieux et ça s'élimine moins vite avec les reins et ça se fixe plus au niveau de la thyroïde. Même si ça contient relativement peu d'iode, le fait que l'iode soit organique dans le fucus compense très largement cette petite quantité d'iode qu'on a dans le fucus. Alors, dans d'autres algues, on a aussi l'iode, mais c'est pas des quantités énormes non plus, c'est des quantités qui sont équivalentes à ceux qu'on a dans le fucus, mais en termes de qualité d'iode, le fucus est la meilleure source. Euh, donc, le fucus étant riche en iode. Alors ici, on ne parle pas d'extrait de fucus. Ces extraits de fucus sont titrés en iode. Là, il faut faire attention avec la quantité d'iode parce que ça, c'est relativement riche en iode par rapport à l'apport journalier. D'accord? Donc là, on parle d'algues brutes, le fucus brut, non titré en iode. Là, ça pourrait être considéré comme un aliment, comme un autre. Vous avez pas mal d'aliments, pas mal d'algues qui sont des aliments, tout simplement. OK? Donc là, ça peut apporter une bonne source d'iode quand on sait que par rapport aux sources d'iode, on a, mis à part le sel de table, qui n'est pas du tout une bonne idée de recommander du sel de table pour avoir un apport en iode, surtout pour un obèse qui a déjà de la rétention d'eau et qui est déjà euh, prédisposé à avoir de l'hypertension. Mis à part ça, vous avez aussi les poissons notamment et les fruits de mer qui pourraient contenir aussi de l'iode. Et mis à part ça, puisque les poissons et les fruits de mer, donc ces produits de la mer, on ne peut pas les consommer tous les jours, puisque ça contient souvent des métaux toxiques et surtout du mercure. Donc là, c'est recommandé de prendre ça maximum 3 fois par semaine. Et donc, pour compenser l'apport en iode, vous avez notamment le fucus. Maintenant, si le patient est déficitaire en iode, là, il faut un produit, un complément alimentaire qui peut être à base d'extrait de fucus qui est titré en iode. Et là, il faut au minimum 150 microgrammes par jour d'iode. OK. Donc là, on parle plutôt du fucus non titré en iode. OK. Durée maximale de prise du guarana, c'est pas plus que 2 semaines. Et on prend ça sur des périodes où la personne, on voit que la personne a tendance à plutôt manger beaucoup et a du mal à maîtriser son appétit. Euh, ou alors sur des périodes aussi où la personne travaille et qu'elle a besoin d'être en forme et au lieu à ce moment-là qu'elle prenne du café, elle peut prendre du guarana où il y a aussi beaucoup de polyphénol dedans et en plus de ça, il y a une quantité de caféine importante aussi. Bon, ça pourrait être ça aussi, mais il ne faut pas que ça soit régulier. C'est quelques jours, une semaine, 2 semaines maximum. Alors, pour le guarana, il s'agit du feu de fruits. Les deux contiennent beaucoup de caféine.
Le fruit contient encore plus de caféine et surtout de polyphénol. Et donc, le mieux, c'est le fruit, mais lorsqu'il s'agit d'extraits de guarana, là, peu importe, ça pourrait être des extraits de feuilles de guarana titrées en polyphénol et caféine, ou du fruit de guarana qui est titré aussi en polyphénol et caféine, ou les deux, ou un mélange des deux. Quand c'est des extraits, ça ne change rien parce que c'est titré. OK. Concernant le fucus, donc, bon, il contient de l'iode et l'iode améliore le fonctionnement de la thyroïde, entre autres. Et c'est par ce biais-là qu'on peut avoir euh, une meilleure stimulation du catabolisme énergétique. Donc, à travers la glande thyroïde. Après, comme je vous disais, c'est pas une bonne idée de donner de l'iode pour quelqu'un qui n'est pas déficitaire en iode, qui n'a pas besoin d'iode. Si on prend juste le fucus en tant que calque, qui n'est pas titré en iode, et non pas un extrait, là, c'est considéré comme un aliment. C'est comme si vous avez mangé du poisson ou bon, des algues qui sont considérées aussi comme des aliments. Donc là, ça ne pose pas de problème. On peut prendre ça régulièrement. C'est une source d'iode qui est très intéressante. Si c'est maintenant des extraits, là, on ne donne que lorsqu'il y a un déficit en iode. OK, mis à part l'iode, qui est le principe actif principal du fucus, vous avez aussi des fibres et surtout des alginates. Les alginates sont intéressantes pour améliorer la qualité de la muqueuse gastro-intestinale, à la fois gastrique et intestinale. C'est bien connu, donc les alginates qui font une sorte euh, de tampon qui protège la muqueuse, surtout chez les patients qui ne digèrent pas bien au niveau de l'estomac, qui ont des gastrites ou autres. Vous en avez beaucoup, des patients obèses qui ont ce genre de problématique. Donc sinon, vous avez aussi, en termes de quantité, en termes de quantité de fucus, quand il s'agit d'extrait de fucus, en général, c'est un demi-gramme à 1 gramme par jour, mais ça dépend du titrage en iode. Souvent, c'est à peu près autour de ça, mais le mieux, c'est de regarder quand c'est titré en iode, c'est de regarder au niveau du dosage de titrage en iode, que ça doit être chez quelqu'un qui est déficitaire en iode, ça doit être autour de 150 microgrammes ou un peu plus, peut-être 200 ou 250 microgrammes aussi, c'est OK. Si c'est quelqu'un qui n'est pas déficitaire en iode, comme je vous disais, il ne faut pas prendre des extraits de fucus ou alors prendre des extraits de fucus qui contiennent très peu d'iode. C'est-à-dire sur, par exemple, 1 gramme, on trouve 1 gramme de fucus, on trouve par exemple 25 ou 50 microgrammes d'iode, ça c'est OK aussi, il n'y a pas de problème. OK. Donc, il faut faire attention aux patients qui ont déjà des problèmes, surtout d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, mais là, pour l'hypothyroïdie, ça doit être vraiment des quantités importantes d'iode pour produire cet effet qu'on appelle l'effet Wolff-Chekhov, qui fait que en donnant plus d'iode, une plus grande quantité d'iode, on a l'effet inverse qu'on recherche. Quand on donne de l'iode, c'est pour stimuler la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et avec l'effet Wolff-Chekhov, on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire que le patient est en hypothyroïdie et il va encore devenir en hypothyroïdie encore plus en donnant des quantités importantes d'iode. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de faire attention à ne pas donner trop d'iode pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. OK. Donc, bon, pour les effets secondaires, il n'y a pas d'effets secondaires majeurs. Vous avez juste, peut-être, si le patient prend des quantités importantes, ça pourrait faire des troubles gastro-intestinaux, ou alors il peut y avoir aussi des réactions allergiques, mais bon, ça, on l'a avec tout. Donc, euh, en termes d'effets secondaires, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires majeurs.
OK, et bien sûr, il faut faire attention, comme je vous disais, toujours à l'apport d'iode quand il s'agit d'extrait de fucus par rapport à des patients qui prennent aussi des traitements médicamenteux, notamment pour l'hypo ou l'hyperthyroïdie. OK. Les graines de chia enfin oui, c'est possible aussi. C'est c'est impossible de citer toutes les plantes. Comme je vous disais, il y a plus d'une centaine de plantes là pour la perte de poids. Mais oui, pour les graines de chia, c'est intéressant. Les graines de lin aussi, trempées dans l'eau. Et puis le psyllium aussi. Le psyllium, on va le voir tout à l'heure. Il ne faut pas écrire là sur l'écran parce que sinon je dois encore départager, repartager. Bon, sinon, mis à part ça, vous avez donc Garcinia cambogia qui contient de l'acide hydroxycitrique. Et ça aussi, c'est pour gérer l'appétit et les problèmes de compulsion au sucre. D'accord? Donc, le principe actif, c'est l'acide hydroxycitrique. D'accord? Et donc, Garcinia cambogia est titré, en général, c'est des extraits, on ne trouve pas la plante en tant que telle, mais plutôt des extraits de plantes Garcinia cambogia qui sont titrés en acide hydroxycitrique. Et donc, ça améliore la perte de poids par différentes cibles. Il y a la cible sur l'appétit et les compulsions sucrées en augmentant la sérotonine. Et puis, il y a aussi la cible sur la dégradation des graisses, des lipides. L'acide hydroxycitrique induit une enzyme qu'on appelle la citrate lyase qui va métaboliser au niveau de la mitochondrie les graisses, les lipides, les graisses, les acides gras, euh, ce qui va les dégrader et produire de l'énergie à partir de ça. Donc ça, c'est une cible très intéressante où on trouve quelques autres composants comme la carnitine, par exemple la L-carnitine, qui peut faire ça, comme également la B12 ou la B1 qui peut aussi induire un tout petit peu cette voie-là, mais l'effet le plus important ici qu'on a, c'est à travers l'acide hydroxycitrique et à travers surtout aussi la L-carnitine avec cette cible-là, avec cette citrate lyase. Donc, par rapport au dosage d'acide hydroxycitrique, on a besoin entre à peu près 500 mg et 1,5 g par jour d'acide hydroxycitrique, ce qui correspond à peu près à 1 gramme jusqu'à 3 grammes plus ou moins de cette plante Garcinia cambogia. Mais tout dépend du titrage en acide hydroxycitrique. Un bon produit d'acide hydroxycitrique devrait contenir au minimum la moitié de Garcinia cambogia devrait contenir au minimum la moitié en acide hydroxycitrique, au minimum. Ok, donc ça, c'est des dosages. Je vous donne ici le titrage 50 à 60% de standardisation en acide hydroxycitrique. Et si c'est le cas, à ce moment-là, la dose des extraits de Garcinia devrait être au minimum de 1 gramme, voire jusqu'à 2 grammes 800. OK. Donc la dose, bien sûr, dépend ici, le choix de la dose va dépendre de l'efficacité du produit. On peut commencer avec une petite dose de 1 gramme, par exemple, ou 1 gramme 500, et puis voir ce que ça donne sur quelques jours, sur les quelques jours qui vont suivre. Et si on n'observe aucun effet, à ce moment-là, on peut encore augmenter la dose. Mais souvent, 1 gramme 500, ça peut fonctionner sur une bonne moitié, je dirais, des patients. Oui, ceux qui n'ont pas de thyroïde, pourquoi vous leur donnerez de l'iode? Bon, le iode agit ailleurs aussi sur les neurotransmetteurs au niveau de la muqueuse de l'estomac. Ça n'a rien à voir avec la perte de poids. Donc, si
enfin, ça sert à rien de donner de l'iode pour quelqu'un qui n'a pas de thyroïde, qui ne synthétise pas d'hormones thyroïdiennes. Par contre, il y a les autres cofacteurs qui permettent de convertir, par exemple, la T4, puisque la plupart des traitements maintenant substitutifs thyroïdiens sont de la T4. Et même les traitements qui contiennent de la T3 contiennent plus de T4 que de T3. Donc, il y a toujours de la T4 dedans. Et donc, là, il faut donner des cofacteurs qui convertissent la T4 en T3, obtenir la T3 qui est bioactive. Et il faut donner des cofacteurs pour améliorer la signalisation au niveau cellulaire pour que la T4 se fixe sur son récepteur bien et qu'il y ait une bonne signalisation après. Donc là, vous avez oméga 3, vitamine A, vitamine D, sélénium, tout ça. Contre-indications. Alors, pour les contre-indications, donc, ça dépend. Donc, tout dépend de l'état vraiment du patient. Mais en général, ce sont des contre-indications qui sont classiques, c'est-à-dire les insuffisances, surtout insuffisances hépatiques, et puis les grossesses, allaitement. C'est pas une contre-indication réellement, mais plutôt une précaution d'utilisation par rapport au diabète type 2, de Garcinia, de l'acide hydroxycitrique. Mais ouais. En réalité, la plupart des études montrent aucun effet sur diabète type 2, il n'y a pas d'aggravation. Mais sur quelques études, bon, ça rapporte que on peut avoir une augmentation de la résistance à l'insuline. Donc là, il faut peut-être faire attention par rapport au dosage d'acide hydroxycitrique. Et même si c'est le cas sur ces études-là, la dose donnée d'acide hydroxycitrique est très élevée, autour de 3 grammes ou plus. Donc là, on peut rester par rapport au diabète type 2, on peut rester sur des petites doses de 1 gramme, par exemple, ou 1 gramme et demi. Là, c'est OK. Mais sinon, les contre-indications, c'est les contre-indications classiques. Sinon, pour aussi les effets secondaires, bon, il y a les troubles gastro-intestinaux. Mis à part ça, ça pourrait peut-être il y a des études de cas cliniques, c'est pas des études cliniques, mais des études de cas cliniques qui peuvent, dans certains cas, montrer que les enzymes hépatiques peuvent augmenter aussi. Mais ça, c'est toujours les dosages qui sont très élevés d'acide hydroxycitrique. C'est pour ça que je vous dis, donc, 1 gramme 500, on commence avec ça. Souvent, ça fonctionne bien. Si ça fonctionne pas, on peut augmenter encore la dose à 2 grammes, par exemple, ou même plus. Mais il faut toujours commencer par la petite dose. OK. Donc, sinon, pour le psyllium, alors, bon, c'est considéré comme une plante, n'est-ce pas? Bon, réellement, c'est une plante, mais c'est surtout un aliment. Concrètement, le psyllium, c'est un aliment, c'est des graines. Donc, ce psyllium peut être pris tout le temps, en fait, hein, sur le long terme, sans aucun problème. C'est comme toutes les autres graines qu'on trouve dans l'alimentation classiquement. Donc, ça contient des fibres d'excellente qualité. La majeure partie des fibres du psyllium sont des fibres solubles. Donc, ça a un certain effet de viscosité euh, qui est dû au fait que les sucres complexes qui composent ces fibres se dégradent partiellement et s'absorbent en tant que tels. Ça ne s'absorbe pas en tant que sucre simple tel que on les connaît, mais en tant que polysaccharides. Et ces polysaccharides, quand ils vont se retrouver dans le sang, ça va réguler à la fois les lipides et la glycémie, c'est-à-dire les triglycérides, le cholestérol et la glycémie. Ça va diminuer les pics d'insuline naturellement. Donc, ça a une action à la fois sur les dyslipidémies et sur la résistance à l'insuline. Donc, c'est très intéressant, mis à part l'effet, bien entendu, sur le transit intestinal, sur le microbiote, sur l'inflammation intestinale, sur l'hyperperméabilité. Bon, ça, c'est des effets locaux au niveau de l'intestin. Mais les effets les plus intéressants par rapport à la perte de poids, qui sont en rapport avec la perte de poids, c'est surtout les effets sur la résistance à l'insuline et sur les lipides également.
OK. Donc, bon, là, c'est les fibres alimentaires qui sont des principes actifs. C'est pour ça qu'on utilise le psyllium. Sinon, donc, alors, on obtient aussi un effet, je ne l'ai pas mentionné ici, mais on obtient aussi, je l'ai mentionné, on obtient aussi un effet sur la satiété également. Ça permet également de diminuer l'appétit. Le même effet qu'on obtient avec les graines de chia ou les graines de lin aussi. Sauf que, en plus de ça, on a tous les effets que je viens d'expliquer. D'accord? Donc, au niveau des dosages, je dirais plus des quantités, puisqu'il s'agit d'un aliment ici, 5 à 10 grammes de psyllium par jour. Ça, c'est très bien. Donc, ça pourrait être, par exemple, sur chacun des repas, donc sur les 3 repas, euh, 3 à 5 grammes par repas. Ça dépend maintenant si c'est un gros repas, on peut prendre jusqu'à 5 grammes. Si c'est un petit repas, ça pourrait être 2-3 grammes par repas. OK. Alors là, c'est une moyenne, 5 à 10 grammes. Après, ça rien n'empêche de prendre plus que 10 grammes. C'est OK aussi, il n'y a pas de problème. Oui, on peut toujours combiner graines de chia, graines de psyllium, graines de lin. C'est toujours excellent. En tout cas, le psyllium est, en termes d'effet et de cible métabolique par rapport à la perte de poids, est meilleur que les autres, meilleur que les graines de chia. Par rapport à ça, OK. Bon, sinon pour le reste, bon, c'est pas très problématique. Il n'y a pas des contre-indications majeures. Hein. Donc, il n'y a pas d'effets secondaires majeurs non plus. Les interactions, il s'agit d'un aliment en fait. Hein. Euh, le pissenlit, c'est une plante qui est très connue pour avoir ses propriétés hépatoprotectrices, mais aussi diurétiques. Donc, ça agit à la fois sur les reins et sur le foie, mais ça a une composante euh, plutôt rénale, diurétique, plus que hépatique. Ok. Donc, c'est une plante, bon, c'est très connu. Ça pourrait être, alors, j'aurais pu choisir une autre plante qui est considérée aussi comme une plante aromatique et qui est aussi très utilisée en cuisine, qui est le euh, bon, j'ai oublié le, oui, il y a la coriandre entre autres, mais il y a aussi, bon, si quelqu'un a une idée là-dessus, j'ai un blanc. Mais en tout cas, c'est une excellente plante diurétique. Mais comme toutes les plantes diurétiques, il ne faut pas utiliser régulièrement. Pareil, donc c'est toujours compliqué d'utiliser ces plantes diurétiques régulièrement, ou alors il faut avoir une hydratation beaucoup plus importante que la normale. On peut utiliser sur une semaine, 2 semaines. Bon, on peut même utiliser sur 3 semaines, bon, quelques semaines, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise avec d'autres plantes ou avec, par exemple, un protocole d'hydratation qui soit bien suivi afin d'éviter qu'il y ait des problèmes de déshydratation. Donc déjà, les personnes obèses ont déjà du mal à bien s'hydrater et même s'ils s'hydratent bien, ben, ça peut poser problème d'accélérer l'élimination rénale. On pourrait penser que puisqu'il y a une rétention d'eau trop importante, à ce moment-là, il faut que le rein fonctionne plus pour éliminer plus. Or, c'est pas exact, puisqu'en fait, la rétention d'eau, elle est tissulaire.
Et ça ne veut pas dire que puisque le rein élimine plus que ce qu'il y a dans les tissus va sortir, parce qu'il s'agit ici d'un équilibre électrolytique au niveau du tissu. S'il y a trop de sodium dans le tissu, s'il y a peu de potassium, euh, bon, ça ne va pas, ça ne va pas aider à éliminer l'eau qu'il y a dans les tissus. Et donc, si vous forcez trop sur l'élimination rénale, qu'est-ce qui va être éliminé? Ben, c'est une certaine quantité d'eau qui est dans le sang et dans la lymphe, ce qui produit une hypotension. Donc, c'est ce qu'on observe avec la surutilisation de ces plantes diurétiques ou même avec des médicaments diurétiques aussi, n'est-ce pas? Donc, les hypotensions, la fatigue, les yeux qui rentrent à l'intérieur, etc. Donc, c'est la personne qui est complètement épuisée, avec des vertiges, etc. Donc, il faut faire attention avec ça. C'est pas aussi simple que ça. Le corps n'est pas une citerne, c'est-à-dire vous ouvrez le robinet et ça se vide. Il y a des mécanismes beaucoup plus complexes que ça. Mais c'est très bien d'utiliser ce type de plante ponctuellement et ça doit être bien utilisé. D'accord? Oui, bon, merci. Donc, le persil. C'est le persil, je voulais dire le persil. Le persil ou même ces autres plantes qu'on peut utiliser en décoction, parce que pour le persil, souvent on l'utilise en décoction et ce qu'il ne faut pas faire, c'est de remplacer, surtout chez l'obèse, c'est de remplacer l'eau de boisson par ces décoctions de persil, parce que ça se fait régulièrement aussi. Des recommandations du fait de ne pas boire d'eau, mais de boire une décoction de persil. On fait bouillir le persil, on filtre, et l'eau qu'on filtre, c'est celle-là qu'on boit. Là, c'est déshydratation certaine. Déshydratation, hypotension, ça c'est sûr. Qu'on obtient ça au bout de quelques jours, parce que la quantité d'eau qu'on a dans la décoction de persil est très insuffisante par rapport à la quantité de persil qu'il y a dedans et l'effet diurétique qui est produit. Donc, il faut vraiment diluer euh, cette décoction de quasiment 1 pour 10 pour espérer ne pas avoir ce problème de déshydratation et hypotension. OK? Bon, vous avez plein d'autres plantes hein, qui sont diurétiques. Ça, c'est une des plantes, comme je vous disais. Qu'est-ce qui produit ça? Qu'est-ce qui produit cet effet diurétique? Et aussi, comme je vous disais, accessoirement, l'effet hépatoprotecteur. Vous avez dans le pissenlit des polyphénols. Vous avez aussi des saponines également. Et ce sont ces deux catégories-là qui vont à la fois avoir un effet, pour les polyphénols, un effet hépatoprotecteur euh, qui n'est pas négligeable hein, du pissenlit, mais qui n'est pas le plus important. Et vous avez également les saponines qui vont avoir un effet diurétique. C'est les saponines dans le pissenlit qui produisent cet effet. OK. Donc, en termes de quantité, si on parle ici de plantes et non pas d'extraits standardisés, titrés, en principe actif, donc si on parle de plantes séchées, donc ça c'est plutôt 3 à 4 grammes par jour à peu près. Et si c'est maintenant des extraits standardisés, c'est autour de 500 mg que ça donne un effet parce que là, ça va être standardisé soit en polyphénol, soit en saponine, soit les deux. Donc là, ça va être des quantités beaucoup plus importantes de ces principes actifs. OK. On associe le potassium à ces diurétiques. J'ai envie de dire je ne sais pas parce que donc la réponse courte, c'est je ne sais pas et la réponse longue, que je ne pourrais pas vous développer complètement ici, mais déjà, pour vous donner un ordre d'idée, on ne supplémente pas en potassium
de manière euh, régulière et sans contrôler le taux de potassium dans le sang. Donc, je sais que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà une idée sur ce que c'est qu'une hypokaliémie, ce que c'est qu'une hyperkaliémie. D'accord? Les deux problématiques sont des urgences médicales. Donc, il faut faire attention avec le potassium. Donc, si quelqu'un a déjà suffisamment de potassium et que vous commencez à lui donner du potassium sous prétexte qu'il a pris une plante qui a un effet diurétique, son potassium peut augmenter. Alors, c'est rare, mais si la situation se présente, c'est pas une bonne chose. OK? Après, si je vous dis maintenant, il ne faut pas donner du potassium parce que ça peut donner cette hyperkaliémie, ben, comme vous donnez un diurétique, ben, il se pourrait que le patient est déjà à la base déficitaire en potassium et que le déficit va se creuser encore quand il va prendre cette plante et il serait aussi en hypokaliémie, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Et donc, c'est toujours un peu problématique. Mais le potassium, il faut le doser systématiquement quand vous avez des patients qui ont, entre autres, cette rétention d'eau. Et il faut toujours doser le potassium. Dans donc le cas de l'obésité aussi. Donc, il faut doser le potassium et on peut supplémenter si on a un dosage qui indique qu'il y a un déficit ou qu'il y a une tendance au déficit et ensuite redoser régulièrement. Au bout de 2, 3, 4 semaines, on peut redoser le potassium pour voir si on donne ou pas. Donc, c'est quelque chose d'un peu technique que je ne pourrais pas expliquer complètement ici. Meilleure façon pour traiter la rétention d'eau qui persiste. Je ne vais pas vous expliquer ça ici parce que ça va encore prendre du temps et qu'on est presque à la fin de la conférence, là. Mais c'est un sujet qui va être abordé par on a une conférencière là dans le forum qui va aborder la cellulite et entre autres ce problème-là de rétention d'eau. Est-ce qu'on peut utiliser les queues de cerise, rétention d'eau? Encore une fois, est-ce que les queues de cerise vont résoudre un problème aussi complexe que la rétention d'eau? Bon, ça dépend. Peut-être que chez certains patients, ça pourrait bien fonctionner et chez la plupart, ça ne fonctionnera pas. C'est pas une seule chose qui va résoudre un problème complexe, mais plusieurs moyens. Persil énormément. Pourquoi je dois surveiller mon potassium? Oui, si vous prenez ça comme plante aromatique, bon, en général, ça pose pas de souci. C'est plus les décoctions de persil qui peuvent poser problème. Hyperkaliémie. Oui, hyperkaliémie mortelle, oui, oui. Fuite de potassium. L'hypokaliémie aussi est mortelle. Manier le potassium hors indication médicale. C'est ça, exact. Bon, les problématiques en rapport avec le potassium, c'est souvent ce que l'on rapporte dans la littérature, c'est souvent du potassium injectable, euh, où ça pourrait poser problème. Mais bon, même ça dépend parce que les différences génétiques au niveau des transporteurs du potassium existent. Donc, vous pouvez tomber sur un patient qui absorbe extrêmement bien le potassium et la dose que vous avez l'habitude de donner, 300 ou 500 mg de potassium, pour que vous ayez l'habitude de donner à n'importe qui et que ça ne pose aucun problème, chez lui, ça pourrait poser problème parce que lui, il absorbe 2 ou 3 ou 4 fois plus le potassium. Oui. Plantes font l'objet de traitements naturels qui possèdent des molécules actives et donc nécessitent de respecter les doses. Oui. Alors, bon, c'est pareil, c'est des contre-indications. Bon, c'est des choses simples, ça, c'est pas. Vous pouvez trouver dans n'importe quelle base de données officielle. Donc, sinon, vous avez aussi le thé vert qui pourrait être intéressant. Comme je disais au début, le thé vert contient les catéchines et les épécatéchines.
dans le GCG, l'épigallocatechingalate, qui est le polyphénol principal, mais ça peut contenir aussi de la caféine. D'accord? Et donc là, on peut classer les thés verts en deux catégories. Ce pas des types de thé verts, ce pas des espèces, mais c'est des catégories. Une catégorie qui contiendrait plus de caféine et moins de polyphénol, et une catégorie qui contiendrait plus de caféine et moins de... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, plus de caféine et moins de polyphénol, et une catégorie qui contiendrait plus de polyphénol et moins de caféine. Euh, le thé qui contient plus de caféine n'a pas d'intérêt. Parce qu'à ce moment-là, on prend du guarana ou on prend du café et ça contient encore plus de caféine que ce thé qui contient de la caféine. Donc, ça n'a pas d'intérêt. On prend du thé justement pour avoir les polyphénols. Donc, le thé vert est le plus riche et la plante la plus riche en épigallocatechingalate, le thé vert de bonne qualité. Et comment on sait un thé vert de bonne qualité? C'est quand on prend du thé, ça n'induit pas un effet stimulant. Le thé n'a pas pour vocation d'induire un effet stimulant. Si vous avez un effet stimulant qui est comparable à celui du café, à ce moment-là, buvez du café. Ça n'a aucun intérêt de prendre ce thé vert. Bon, c'est pas un thé vert. En gros, ça pourrait être comparé au guarana ou au café. Okay. Donc, on prend du thé vert pour avoir les catéchines et les épicatéchines qu'on a ailleurs, mais pas en aussi grande quantité que si on compare avec le thé vert de bonne qualité. Okay. Donc, ça a un effet, un léger effet stimulant par rapport à le GCG, mais surtout un effet aussi sur la satiété également. OK. Donc, la dose de thé vert, maintenant, si on parle en termes de catéchine, sur du thé vert qui est titré, on est entre 100, alors, on est entre 100 et 500 mg par jour de dosage, tout en sachant que 100 mg de d'épigallocatechingalate est une petite dose. 500 mg est une bonne dose. Okay. Et dans un thé vert moyen, de qualité moyenne, le fait de consommer par exemple 2 à 3 tasses, ça pourrait donner à peu près cette quantité-là. Peut-être qu'il faut prendre un peu plus de thé pour atteindre les 500 mg, mais là, ça va faire, si c'est du thé vert d'une qualité moyenne, c'est ça, mais à ce moment-là, si vous prenez trop, ça va faire trop de caféine. OK. Euh, si c'est maintenant du thé de mauvaise qualité qui contient trop de caféine et peu de polyphénol, ça ne sert pas à grand-chose de le prendre. Okay. Si c'est du thé vert de meilleure qualité, là, vous pourrez avoir encore plus que ça en 2 ou 3 tasses en termes de polyphénol. Okay. Pas les substances phénoliques en général, parce que les polyphénols, vous en avez 6000. Vous en avez plus de 6000. On parle ici des polyphénols du thé vert principalement, l'épigallocatechingalate. Oui, thé matcha ou les autres variantes du thé, le thé noir et tout ça, c'est des thés qui sont fermentés, ils sont très bien aussi. Les polyphénols s'absorbent mieux. On prend avant le repas ou après. Ça dépend comment vous voulez raisonner. Donc là, ici, le thé vert qu'on peut donner, par exemple, pour diminuer l'appétit, ben, à ce moment-là, c'est plus intéressant de le prendre avant le repas. OK. Il n'y a pas d'exemple de thé de bonne qualité. Le thé de bonne qualité, c'est quand vous le prenez et que vous n'avez pas l'effet stimulant. Quand vous n'avez pas l'effet stimulant, ça veut dire qu'il y a forcément moins de caféine. Et s'il y a moins de caféine, ça veut dire qu'il y a plus de polyphénol. OK. Bon, le thé vert est peut-être pris régulièrement s'il n'est pas trop riche en caféine. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Juste faire attention chez les personnes qui ont de l'anémie ferriprive ou qui sont
à tendance anémique, qui peuvent faire de l'anémie facilement ou qui ont déjà des antécédents de ça, parce que ça peut euh, ralentir l'absorption du fer. Ok, donc il ne faut pas prendre au cours des repas qui sont riches en fer, ou il ne faut pas prendre non plus autour des prises de fer, si la personne prend du fer en complément alimentaire. OK. Alors, bon, ça, c'est quelques combinaisons en fonction des cibles métaboliques, mais bon, on a déjà bien expliqué les choses par rapport à ça. Euh, on a fini la conférence telle que je l'avais prévue. On a débordé un peu de 15 minutes, mais bon, c'est OK. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore d'informations par rapport à cette formation sur la prise en charge intégrative de l'obésité, donc ça se déroulera sur Alger, soit en présentiel, soit en ligne. Donc, vous pouvez assister à la totalité de l'événement en ligne. Donc, les deux, donc le 2, c'est un vendredi, et samedi, samedi 3 juin. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez contacter ces numéros-là. C'est Dr Sofiane Benzaghin qui s'occupe de l'organisation et des inscriptions. Donc, vous avez ici une bonne quinzaine de conférenciers. Il y a un conférencier qui manque ici parce que on l'a rajouté à la dernière minute. Alors, 14. Oui, il y en a un qui manque encore dans cette affiche, mais on va encore renouveler l'affiche. Donc, c'est un programme qui est complet. Vous avez donc des sujets qui se complètent les uns les autres, et chacun est spécialiste sur un sujet donné. Donc, vous avez là, par exemple, des ostéopathes, coachs sportifs, physiologistes, immunologues, spécialistes en médecine fonctionnelle, spécialistes de l'histamine, généticiens, spécialistes de l'auto-immunité, et ainsi de suite. Euh, donc spécialiste de la cellulite, par exemple, etc., etc. Donc, c'est très complet comme programme. OK. Donc, vous avez ces numéros-là, vous avez ce numéro-là plus celui-ci. OK. WhatsApp ou téléphone ou Viber. Et sinon, vous avez également la formation de phytothérapie qui se déroulera entièrement en ligne. Donc, phytothérapie, gémothérapie, mycothérapie. C'est 3 modules. On commence par la phyto, ensuite la gémo, ensuite la mycothérapie. Et c'est complémentaire à ce qu'on a déjà fait en termes d'aromathérapie avec Sylvie Simonet. Euh, donc, ça va être à partir du 22 mai. C'est entièrement en ligne. C'est une formation certifiante. Donc, c'est des séances qui se font le soir. Ceux qui ont déjà fait l'aromathérapie ou qui ont déjà fait d'autres formations avec nous, ils savent déjà comment ça se passe. Donc, c'est en fin de journée, une séance ou des séances de 3 heures en fin de journée, euh, 2 fois par semaine. OK, donc pareil, c'est toujours le même contact. Alors, pourquoi j'ai un duplicata du même numéro ici? Donc, c'est les mêmes numéros que vous avez ici, hein. Donc, soit celui qui finit par 88, soit celui qui finit par 51 ici. OK, c'est les mêmes numéros. Donc, pour des informations, vous aurez le programme des deux événements. Donc, soit la formation phytothérapie, gémothérapie, mycothérapie, ou le forum avec la formation perte de poids, obésité. Voilà, donc sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre les quelques questions qui restent. Alors, donc, est-ce que le café vert est intéressant pour la perte de poids? Ça pourrait remplacer le guarana.
Oui, ça pourrait remplacer le guarana, bien que le guarana est plus intéressant, parce que dans le café vert, vous avez l'acide caféique qui est un polyphénol. Oui, mais dans le guarana, vous avez les mêmes polyphénols que vous avez dans le thé vert. Donc, c'est plus intéressant. Mais bon, à défaut, ça peut remplacer le, le guarana. OK. Thé vert et colite néphrétique. Oui, il faut faire attention avec ça. Donc, peut-être pas, on peut en prendre, mais pas des grosses quantités. Hein, une tasse par jour, c'est OK. Donc, sinon, OK. L'aspect émotionnel sera abordé au cours des journées. Alors, il y aura pas de conférence directement sur l'aspect psychique et psycho-émotionnel, mais il y aura une thématique au cours du débat. Parce qu'on a deux débats au cours des 2 jours. On a en fin de journée 2 débats entre intervenants et entre participants et intervenants. Et donc là, il y a la partie sur le psycho-émotionnel. OK. La concentration en caféine est la même en thé vert. Non, non, non. Le guarana, c'est la source la plus haute en caféine. C'est même plus élevé même en comparaison avec le café noir. Donc le guarana, c'est le top en termes de caféine. Donc le café vert contient moins. Oui, le café vert contient moins de caféine. Alors, c'est pas moins de caféine en quantité, mais c'est moins de caféine parce que cette caféine s'absorbe moins qu'on a dans le thé vert. OK? Bon, ça marche. Donc, merci pour votre attention.